Bien, mesdames et messieurs, nous allons... Où est-ce que je peux vous rappeler que vous êtes en séance? Bien, mesdames et messieurs, je vais demander à Gérard Volpatti de faire l'appel, puisque Francis Courel est excusé. Gérard Siligini, pardon. Bon, mais tout ça, c'est... Oui, mais je le sais que c'est, je ne dirais pas son âge, qui est un âge déjà un peu avancé. Je sais qu'on te souhaite, c'est vrai, on te souhaite collectivement un bon anniversaire. Bien. Donc, Francis Courel est excusé. Marcel Armanou aura un petit peu de retard. Donc, j'ai demandé à Gérard Siligini de faire l'appel. Merci, je vais essayer de faire ça avec autant de conviction que Francis Courel. Alors, Monsieur Marcel Larmanou va arriver, Madame André Auger, Monsieur Francis Courel, Excusez. Monsieur Ladislas Poniatowski, Il est là, je l'ai vu. Madame Françoise Charpentier, Monsieur Jacques Poletti, Monsieur Jean-Paul Legendre, Monsieur Lionel Prévost, Monsieur Michel Jouillet, Monsieur Claude Lacou, Monsieur Jean-Louis Destan, Monsieur Guy Paris, Monsieur Marc Vampa, Monsieur Pierre Beaufils, Monsieur Claude Béard, Monsieur Gaëtan Levitre, Monsieur Gérard Siligini présent, Monsieur Jean-Luc Réchet, Monsieur Jean-Pierre Flambard, Madame Leslie Clairet, Madame Jannick Léger, Monsieur Gérard Grimaud, Monsieur Didier Malcava, Monsieur Alain Huard, Madame Anne Mansouret, Monsieur Michel Champrodon, Monsieur Patrick Verdavoine, Monsieur Louis Petier, Monsieur Gérard Volpatti, bon anniversaire, Monsieur Pascal Lehongre, Excusez. Monsieur Joël Hervieux, Monsieur Jackie Desrues, Monsieur Daniel Lehaut, Monsieur Gérard Chéron, Monsieur Bruno Quetel, Monsieur Jean-Rémy Hermont, Monsieur Thierry Plouvier, Monsieur Bernard Christophe, Monsieur Guy Ozou, Monsieur Jean-Hugues Bonamy, Monsieur Alfred Recourt, Monsieur Hervé Morin et Monsieur Frédéric Duché. Nous avons le quorum, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Siligini. Mes chers collègues, la session qui nous réunit ce matin sera courte, elle est exceptionnelle. En effet, depuis plus d'une année, le département de l'Eure a engagé une démarche prospective afin de peser et de dire ses choix dans le cadre du débat sur le Grand Paris. Cet engagement dans une discussion qui, sur bien des aspects, ne concerne pas à proprement parler les compétences de notre collectivité, je pense en particulier aux ferroviaires, cet engagement dans cette discussion était indispensable parce qu'il va bien au-delà et touche les intérêts stratégiques de notre territoire, les conditions de son développement et de son épanouissement. Tout aurait pu se passer sans que ne soient réellement examinées les contraintes, les besoins, les priorités de l'heure en la matière. À l'origine, je le rappelle, tout le monde parlait d'un projet qui traversait notre département. Personne ne parlait de notre département. Ce débat qui nous réunit aujourd'hui, je le rappelle, vient de loin. Il vient de la conviction exprimée par le président de la République en 2009 du débouché maritime du Grand Paris et son affirmation de la nécessité de créer une liaison ferroviaire Paris-Le Havre en 1 heure, puis, dans un second temps, en 1h15.
Il vient ensuite de l'expression par la ville et l'agglomération de Rouen, puis par la région Basse-Normandie et la ville de Caen, de la nécessité d'irriguer l'ensemble des métropoles normandes et les deux régions. Il vient également de nos efforts pour faire entendre la voix de l'heure, et il vient enfin bien sûr de la mission qui a été confiée par le gouvernement au préfet du Port pour construire les conditions d'un débat public sur cette question, débat public qui nous occupe aujourd'hui et qui, dans sa procédure nationale, débutera le 3 octobre. Je voudrais rappeler ici que près d'un voyageur sur deux entre l'Île-de-France et la Haute-Normandie provient de notre département et qu'un voyageur sur trois entre la Haute et la Basse-Normandie et l'Île-de-France provient également de notre département. Le système urbain des agglomérations d'Évreux-Vernon, Seineur, Heure-Madricène et Heure-Madricène réunis représente 230 000 habitants, 100 000 emplois, une densité équivalente à l'agglomération caennaise et un dynamisme démographique extrêmement significatif. Il n'était pas imaginable que l'on puisse réfléchir au Grand Paris, à la Normandie, à l'Axe Seine, sans intégrer l'Eure. Cela a été, à partir de 2010, de juin 2010, l'objectif commun de l'ensemble des acteurs de l'Eure que de faire toucher du doigt cette réalité-là, parfois difficilement perceptible, parce que souvent, notre territoire apparaît clairsemé et n'a pas l'unité de commandement d'une grande agglomération. Je pense en particulier aux trois agglos concernés, Rouen, Caen, Le Havre. Je voudrais saluer d'ailleurs ceux qui, parmi nos partenaires, sont présents aujourd'hui. Je vois le président de la Chambre des métiers, le directeur de la Chambre de commerce et d'industrie, et je les remercie d'assister à ce débat. Nous y sommes, à cet objectif de réfléchir ensemble, je crois, parvenus. En tout état de cause, c'est un des acquis de travail que nous avons engagé. J'ai en effet le plaisir de vous présenter aujourd'hui une proposition de cahier d'acteurs, contribution de notre département au débat public, coécrit et co-adopté par l'ensemble des villes et agglomérations euroises directement concernées, le Grand Évreux agglomération et la ville d'Évreux, la Cape et Verdon, la Case et Val-de-Reuil, la ville de Bernay et la communauté de communes Heure-Madricène, ainsi que par les forces vives économiques départementales représentées par les 3 chambres consulaires. Ce cahier d'acteurs a fait également l'objet de présentations aux associations d'usagers et aux acteurs de l'environnement dans notre département, que j'ai reçus à la fin des vacances. Leurs remarques ont été intégrées. Il prend, nous allons l'examiner au détail, clairement position pour un scénario et un tracé, mais plus que cela, il dit les conditions pour que la ligne nouvelle Paris-Normandie soit un succès dans notre département et construit les scénarios et stratégies qui doivent l'accompagner pour que nous retirions du développement de l'axe Seine toutes les potentialités qu'il implique. Ce travail, nous l'avons entamé il y a un peu plus d'1 an maintenant. Il s'est traduit par des ateliers réunissant de multiples acteurs, une première séance plénière de notre Assemblée, la définition de 6 axes de travail à travers un document co-signé par 10 partenaires, le colloque le 17 janvier dernier, l'heure dans le Grand Paris, réunissant les principaux élus normands ainsi que le préfet du port. Il se poursuit encore aujourd'hui et les groupes de travail que nous avons mis en place le 17 janvier,
Je rappelle rapidement les titres: promouvoir les opportunités de plateformes logistiques multimodales, développer les pôles tertiaires à proximité des gares, conforter la filière recherche et développement, renforcer l'investissement touristique, amplifier la valorisation agricole et conforter les territoires d'équilibre, piloté par des partenaires au moins impliqués, consulaires, collectivités, consolide nos hypothèses de travail. Une réunion de synthèse aura lieu au Conseil général de l'Eure le 28 novembre. Et nous aurons d'ailleurs, pour celles et ceux d'entre vous qui pourront y participer, une rencontre intéressante ce soir sur ce même sujet dans le cadre de l'Heure du business qu'organise Heure Expansion avec comme invité Antoine Ruffnac, l'ancien maire du Havre, et qui a été nommé, je le rappelle, par le gouvernement commissaire général chargé d'une mission prospective pour le développement de ce même axe Seine. Et je l'accueillerai avec beaucoup de plaisir et d'intérêt à l'occasion de cette réunion ce soir où les inscriptions ont été nombreuses. Voilà, mes chers collègues, ce que je voulais vous dire en introduction. Nous sommes mobilisés, nous sommes prêts au moment où démarre ce débat public. Je tiens tout particulièrement à remercier tous ceux qui, au-delà de préoccupations politiques, au-delà de préoccupations géographiques, au-delà de préoccupations sectorielles, ont fait cet effort collectif de travail qui nous permet, et j'espère que ce sera le cas à l'issue de ce débat et par le vote de notre Assemblée, qui nous permet de présenter, non pas un front, c'est trop guerrier, mais une position commune, partagée, alors même, comme je le disais, que démarre ce débat public. Je souhaite maintenant que nous puissions présenter ce cahier d'acteurs qui insiste sur plusieurs données fondamentales: l'heure comme maillon stratégique du développement de l'axe Seine, la nécessité d'améliorer la qualité de service des liaisons actuelles et de créer des liaisons régionales durables, cette ligne nouvelle qui doit garantir une optimisation des prélèvements fonciers et contribuer au développement économique de notre territoire. Elle doit intégrer plusieurs données incontournables en s'appuyant sur les 3 gares de l'Eure que constituent les gares d'Évreux, de Seineur, mais aussi de Bernay, le doublement du Mantois, une liaison voyageurs Évreux-Rouen via le territoire de la Case, préserver l'ambition d'une mixité fret-voyageurs, favoriser les connexions avec les lignes TGV de la Défense et avec Saint-Lazare, et enfin favoriser la connexion avec la plateforme de Roissy-Charles de Gaulle, plateforme aérienne et plateforme TGV. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais vous dire en introduction. Alors, j'ai déjà des demandes de parole. Moi, j'organise le débat comme vous voulez, même si j'ai la police des débats. Est-ce qu'on fait la présentation rapide et on ouvre un débat ensuite? Je pense que c'est peut-être le mieux, de telle manière que nous puissions ensuite ouvrir ce débat. Donc, je vais demander à Nathalie Blanc, qui est là, avec Bruno Quetel, de faire cette présentation. Et puis, je lui donne la parole. Il faut que j'appuie sur quel bouton, là, chez vous? Je ne l'ai pas, là. Voilà, c'est bon. Là, c'est bon? Allez-y. Merci, Président. Donc, effectivement, je vais vous présenter le cahier d'acteurs du département de l'Eure, même si le Président a déjà introduit beaucoup de principes et de modalités dans notre cahier d'acteurs. Déjà, le premier point essentiel que vous voyez là à l'écran, c'est que c'est un cahier d'acteurs partenarial. Comme l'a précisé le Président, il a été adopté par l'ensemble des partenaires, les 3 agglomérations de l'Eure, ville de Bernay, Vernon, Val-de-Reuil, donc
principalement villes concernées par les gares, et les 3 chambres consulaires que sont la Chambre d'agriculture, la Chambre de commerce et d'industrie et la Chambre des métiers et de l'artisanat. Donc non pas un cahier d'acteurs du Conseil général, mais bien un cahier d'acteurs du département de l'Eure qu'on a souhaité réaliser pour ce débat public. 3 scénarios de faisceaux sont soumis dans le cadre du débat public sur la ligne nouvelle Paris-Normandie. Ils sont dessinés ici à l'écran. Dans ces scénarios, donc A, B, C, qui vont de 6,5 milliards d'euros, donc pour la partie entre Mantes et la Normandie, à environ le plus coûteux 9,5 milliards d'euros, pour des constructions entre 210 à 220 km de voies nouvelles. Avec un objet dans le cadre du débat public qui est lancé à partir donc, du 3 octobre et qui se terminera début février 2012. L'objet du débat public, c'est à la fois de définir l'opportunité d'une ligne nouvelle Paris-Normandie, de vérifier les objectifs, si on est d'accord avec les objectifs proposés par le maître d'ouvrage, et également les caractéristiques du projet. Donc dans le cadre du débat public, on peut intervenir sur les différents points qui concernent le projet. La démarche mise en œuvre par le département, comme l'a rappelé le président, c'est un travail de longue haleine puisqu'on l'a débuté dès l'année passée, en 2010. D'une part, en créant des ateliers de travail avec différents acteurs, en mobilisant les conseillers généraux, notamment sur le projet d'aménagement de l'axe Seine, avec une présentation en session en décembre 2011. 2010, où vous avez adopté le projet d'aménagement de l'axe Seine, et avec le colloque qui s'est tenu au Conseil général de l'Eure en présence des 2 présidents de région, Haute et Basse Normandie, de M. Duport, donc le président du comité sur la préparation du projet Ligne Nouvelle Paris-Normandie, M. Leverne, M. Ruffnac et le président de la CREA et le président du Conseil général. L'objectif du département, c'est effectivement de s'inscrire à la fois sur la ligne nouvelle, mais aussi dans un projet global d'aménagement qui est une des conditions de réussite pour l'accompagnement d'un nouveau projet, avec le développement de 6 axes thématiques qu'on a travaillé avec l'ensemble des acteurs aurois. D'ailleurs, les groupes de travail sont pilotés par nos partenaires. Donc les partenaires, ce sont les mêmes que cités précédemment, avec quelques-uns en plus, notamment l'université et l'IUT de l'Eure. Et l'objectif était bien d'aboutir à un cahier d'acteurs validé par l'ensemble des acteurs institutionnels du territoire pour pouvoir porter un message collectif et cohérent pour tout le territoire de l'Eure. Le président l'a rappelé, on est parti de scénarios qui évitaient ou ne faisaient que traverser le département. L'objectif dans ce cahier d'acteurs, c'est également de rappeler la place du département de l'Eure dans le système global de la relation avec l'Île-de-France et dans également le maillage urbain et le poids que représente le département. Pour mémoire, un système urbain donc, de 230 000 habitants sur les axes Évreux, Vernon, Armadri-Seine, avec 10 000 emplois et 100 000 emplois et 10 000 entreprises, ce qui est l'équivalent d'une densité de l'agglomération caennaise, donc parmi les villes métropoles du territoire normand, et un territoire qui est en forte croissance démographique, puisque c'est environ 34 000 habitants sur les 10 dernières années en plus dans l'Eure, l'Eure étant la locomotive démographique de la Haute-Normandie. Également un poids conséquent du territoire dans les échanges ferroviaires, cette fois avec l'Île-de-France, puisque, comme l'a rappelé le président, un passager sur 3 en moyenne provient ou va vers le département de l'Eure, avec donc 2,3 millions de voyageurs. 90 000 actifs franchissent les limites départementales pour les trajets domicile-travail, et également des pôles de compétitivité et d'excellence très fortement représentés dans le territoire, puisqu'ils représentent 33% de l'emploi salarié du territoire.
Enfin, également un point important dans le cadre du débat, aujourd'hui on estime que 50% du trafic poids lourd du département qui transite par le département est lié à l'activité portuaire. Donc on voit bien les enjeux que ça signifie dans le cadre du projet de ligne nouvelle Paris-Normandie. On souhaitait être mis en avant certaines exigences dans le cadre du débat public que vous retrouverez dans le projet de cahier d'acteurs qui vous est soumis. Il y a 3 exigences déjà en premier sur l'amélioration de la qualité de service des liaisons voyageurs, notamment donc sur les villes d'Évreux, Vernon, Bernay, Val-de-Reuil, et en maîtrisant également les politiques tarifaires pour l'accessibilité à l'ensemble des usagers, qu'elles soient conservées également dans le nouveau projet. Également un objectif de liaison régionale durable, en particulier avec la possibilité d'une d'une liaison Évreux-Rouen via Louviers-Seineur. Et enfin, un enjeu essentiel, une exigence essentielle qui est de poursuivre l'amélioration sur les lignes existantes, même si on est dans des temporalités différentes entre le projet de ligne nouvelle Paris-Normandie et les besoins actuels, ne pas oublier et demander aux maîtres d'ouvrage de s'engager sur les rénovations nécessaires à l'amélioration des lignes aujourd'hui du département. Une condition, bien sûr, qui est celle de la limitation de l'impact environnemental du projet et également de l'impact foncier. Et une ligne qui doit se faire au profit du développement économique de l'Eure dans sa contribution au projet du Grand Paris. Sur le projet global d'aménagement, je vous rappelle les axes de manière rapide puisque vous les avez validés en session. C'est des axes sur lesquels on travaille donc avec les partenaires, à la fois sur le transport des marchandises et sur le développement de plateformes multimodales, sur le développement de pôles tertiaires autour des principales villes disposant de gares dans le département, également sur les pôles de compétitivité avec le développement de clusters, notamment sur différentes thématiques. La création d'une porte normande sur le tourisme sur le site de Giverny et également en lien avec les autres territoires. Le lancement ou le développement de projets de télécentres dans les territoires d'équilibre qui sont notamment sur le Roumois, Bernay, Conchamnou, Gisors, Verneuil, etc., territoires qui se sont pour certains mobilisés sur le sujet, et puis la mise en place de filières courtes de production agroalimentaire. L'ensemble de ces domaines, vous les avez déjà validés en session de décembre 2010. Globalement, l'objectif est bien de construire un projet d'aménagement en lien avec la ligne nouvelle Paris-Normandie pour irriguer l'ensemble de territoires, objectifs qui sont matérialisés, schématisés dans la carte que vous avez sous les yeux et que vous reverrez dans le cahier d'acteurs. Pour revenir au projet de ligne nouvelle Paris-Normandie et les incontournables qui sont souhaités par le département et par ses partenaires, d'une part, le doublement du Mantois, qui est, comme vous le savez, un point difficile qui est de blocage pour le développement des lignes et des capacités ferroviaires. Une liaison voyageur Évreux-Rouen via la case. L'obligation, l'incontournable de préserver l'ambition d'une mixité fret-voyageur. On a vu tout à l'heure l'enjeu fret sur notre territoire. Une connexion avec les lignes TGV et la gare Saint-Lazare comme porte d'entrée des Normands, avec néanmoins également accès à la Défense et au RER A et E, ce qui est rendu possible dans le cadre des projets, et une connexion avec Roissy-Charles de Gaulle. L'ensemble de ces incontournables et de ces priorités nous semble être davantage cohérent avec le scénario B qui est proposé par RFF, qui est nouveau dessiné sur l'écran. Scénario donc qui flèche un Y à Évreux, avec 3 gares dans l'Eure, Évreux, Bernay, Val-de-Reuil, qui nous semblent plus pertinents pour garantir à la fois la liaison entre Rouen et Évreux via la case, le maillage de l'ouest du département de l'Eure, en liaison également avec la Basse-Normandie. Je vous remercie de votre attention. Bien, Bruno Questel,
un commentaire là-dessus, puisque... Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, l'enjeu du débat que nous avons aujourd'hui, au-delà de notre positionnement sur les 3 scénarios envisagés, réside dans notre capacité à appréhender le sujet de la ligne Nouvelle Paris-Normandie dans toutes ses dimensions, à court, moyen et long terme. L'économie générale de ce projet réside donc dans la problématique de la liaison entre notre région et notre département et la capitale, ainsi que du maillage régional dans la desserte ferroviaire. Chacun connaît aujourd'hui les bouchons pour entrer dans Paris le matin, les aléas multiples et variés qui peuvent caractériser les trajets en train pour rejoindre Saint-Lazare. À ce stade, il est donc important de mesurer combien l'heure doit être pleinement appréhendée par les acteurs de ce dossier et non pas considérée comme un sas entre la Seine-Maritime et la région parisienne. C'est tout le mérite du président d'Estan d'avoir supposé dans le débat public, pour que le débat public se déroule aussi sur notre territoire, que les scénarios envisagés n'occultent pas notre département. Toutefois, et cela apparaît bien dans le cahier d'acteurs qu'il vous est proposé d'adopter, seul le scénario B permettra de faire de ce projet un projet eurois, au même titre que parisien et séno-marin. C'est pourquoi il faut nous inscrire dans la perspective de la résolution de l'ensemble des problématiques suivantes. Relier la région parisienne avec des dessertes de qualité et dans un temps réduit à ce que l'on connaît aujourd'hui. De nouveaux équipements, des gares nouvelles qui prennent en compte nos besoins, nos spécificités et nos projets de territoire. Le règlement des problématiques posées aujourd'hui par la saturation du Mantois, notamment avec les nombreux retards constatés sur les gares d'Évreux, de Bernay, de Vernon et de Val-de-Reuil. La liaison des polarités normandes, donc euroises, avec les centres urbains et économiques européens et régionaux. Le développement du fret pour réduire le trafic routier du poids lourd. L'aménagement de l'axe Seine dans la perspective d'un développement économique qui profite à tout le territoire. Mais il nous faut aussi appréhender pleinement les dysfonctionnements actuels qui, s'ils devaient perdurer, deviendraient pour nous de véritables handicaps pour notre développement futur. Le Mantois que j'ai cité, le sous-équipement de certaines gares, pas ou peu d'aménagement sur l'axe Seine. L'heure, dans la question du Grand Paris, de la ligne nouvelle Paris-Normandie, ne sera pleinement préservée et placée en situation de se développer que si les aspirations que nous avons collectivement de porter notre département sur les chemins d'un développement raisonné, harmonieux et partagé sont portées par le plus grand nombre. C'est pourquoi il nous faut tous avoir un même discours qui doit être celui de l'exigence, mais aussi de l'excellence. On ne saurait être crédible en simplement sautant sur notre chaise pour revendiquer tel ou tel équipement sans lien actuel avec le projet LNPN. Nous devons, à travers le scénario B, porter un projet de développement futur, durable, mais aussi économique et social pour notre département. Cela a bien été retracé dans la présentation qui vous a été faite. Dans l'intervalle, et cela ne doit pas pour autant être occulté, nous devons relayer les attentes qui concernent les voies actuelles, les équipements parfois désuets de certaines gares et les besoins importants en investissement. C'est pourquoi nous devons aussi, parallèlement à cette question de la LNPN, batailler pour obtenir des améliorations qui sont légitimement attendues. Enfin, et pour conclure, je voudrais ici en appeler à l'optimisme de tous. Le financement d'un projet comme celui de la LNPN ne saurait dépendre de la conjoncture économique du moment. On entend parfois... C'est assez désagréable, je ne vous cache pas, d'avoir quelqu'un qui parle derrière vous comme ça en permanence. On entend parfois, puisqu'il n'y a plus d'argent, ce dossier ne sortira jamais. Aussi, je voudrais insister ici pour que nous ayons une démarche qui, sans occulter la question du financement de la LNPN, la place aux côtés des problématiques que nous devons défendre. La volonté politique de tous permettra de trouver les financements publics nécessaires le moment venu. Mes chers collègues, nul ne saurait prétendre être seul celui qui permettra la réussite de ce projet. Son échec serait tout autant collectif. C'est donc notre responsabilité de défendre le scénario B, comme l'ont fait les élus de toute opinion, l'ensemble des acteurs économiques et sociaux, en faisant abstraction des débats politiques des mois à venir pour faire de l'Eure un territoire d'exception aux portes de Paris. Je vous remercie. Merci, Monsieur Quetel. Monsieur Champrenaud. Oui, merci, Président, chers collègues. Pour l'élu que je suis, conseiller général et président de l'agglomération du Grand Évreux, nous nous associons, je m'associe pleinement donc à ce cahier d'acteurs auquel nous avons participé avec d'autres. C'est la dernière ligne droite, bientôt le grand débat, bientôt le choix au premier semestre 2012. Et le président d'agglomération que je suis, en dehors de cette enceinte, est fier du chemin parcouru depuis quelques mois. Au début, l'Eure, pas simplement Évreux,
avait été rayé d'un trait de plume pour placer Le Havre à 1 heure de Paris, en oubliant au passage Rouen. Puis ce fut la mobilisation départementale, mais aussi hébroïcienne, parce que la capitale du département ne pouvait être absente de ce débat. Nous avons avancé main dans la main, avec chacun en tête l'intérêt de son territoire, mais aussi l'intérêt général. C'est la raison pour laquelle nous avons commandé une étude à Antoine Grimbach et au cabinet Arte Charpentier Architecte qui ont structuré et crédibilisé notre scénario. Ce fut ainsi, dès le début de la réflexion, la mobilisation de chefs d'entreprise et des compagnies consulaires. Cette mobilisation s'est traduite par la création de l'association Heure Normandie Plus et l'ouverture au monde économique de ce sujet important, ce qui nous a apporté collectivement la prise en compte de l'importance du fret ferroviaire et l'idée du X qui en fit sourire certains, mais qui fait aujourd'hui partie des 3 dernières hypothèses. L'hypothèse d'Évreux elle-même, je m'en souviens, était, si ce n'est dérangeante, du moins parfois irritante. Le coût, objectait-on, le temps, entendais-je, mais finalement, les pièces du puzzle se mettaient en place progressivement. Notre scénario offrait également l'avantage de relier Rouen à Évreux, lien indispensable s'il en est, que l'on soit un défenseur du développement durable pour favoriser les transports collectifs ou, plus simplement, attentif à la situation économique et sociale et à l'aberration que constitue cette absence de ligne depuis un demi-siècle. Notre scénario s'inscrit dans la logique de la création de la nouvelle gare de Rouen, dans la création d'une gare sur le territoire de Louviers-Val-de-Reuil. Il n'ignore pas Bernay et ses environs. Et enfin, il permet le lien avec nos amis bas-normands, avec Caen, Lisieux et Cherbourg. Un mot quand même sur la prise en compte du fret ferroviaire, du lien entre le port de Rouen et le grenier à blé de la Beauce, qui constitue également l'ouverture d'un axe économique de potentialité à développer pour demain. Sur le plan économique, le scénario B ouvre de vastes réserves foncières pour le développement économique, plus de 650 hectares disponibles pour l'installation d'entreprises sur notre territoire, mais également pour le logement, puisque nous disposons de plus de 500 hectares disponibles pour l'habitat. Nous connectons Paris à un territoire dont la main-d'œuvre est l'une des plus qualifiées de l'Ouest parisien. En termes de logistique, connexion encore, non seulement pour l'agroalimentaire, mais aussi pour Novalog, Normandie Packaging, Cosmetic Valley, et également les plateformes multimodales dites Seine Gateway. Sans oublier que cela contribue à alléger le trafic fret très dense en région parisienne, tout en reliant les pays du nord de l'Europe à la péninsule ibérique. À l'heure où la crise économique n'a pas fini de frapper, au moment où les incertitudes deviennent menaçantes, il est de notre devoir d'élus de penser à demain, de mettre en place les infrastructures qui nous relient économiquement aux grands axes marchands. Le scénario B met en valeur les territoires d'Évreux, Louviers, Val-de-Reuil, Gaillon, Vernon, Passy-sur-Eure, qui forment, comme l'a démontré l'étude que nous avons commandée auprès des architectes Grimbach, Arte et Charpentier, un véritable système éco-urbain équivalent en densité à Caen. La démonstration a été faite tout à l'heure. Ce territoire est dynamique et même démographiquement le plus dynamique des 2 Normandies, avec un taux de croissance de 3,6% entre 1999 et 2007. Son poids économique, là aussi, cela a été signalé, équivaut à celui du Havre, 10 800 entreprises contre 9 200 et 107 000 emplois contre 103 000 emplois pour le Havre. C'est une opportunité donc formidable. Nous estimons en 20 ans qu'un potentiel de création de près de 10 000 emplois durables est envisageable. Comment ? En optimisant les liaisons Le Havre, Rouen, Évreux, Chartres, Orléans, qui profitera au pôle de compétitivité, Pharma Valley, Cosmetic Valley, mais aussi en mettant Novalog, Normandie Packaging au cœur des flux européens. Bientôt, le grand débat public, après ceux qui ont eu pour sujet l'axe Seine. L'étude que nous avons commandée démontre l'existence d'une vaste zone urbaine, un triangle Vernon, Louviers, Évreux, poumon économique de notre département que nous devons renforcer, non pas au détriment des autres, mais pour le bien commun. C'est de cette zone que l'emploi et l'excellence peuvent irriguer l'ensemble de notre département, de nos territoires,
Placé au cœur des pôles de compétitivité et d'excellence, ce territoire écosystème urbain verra, avec l'arrivée d'un réseau ferré moderne et concurrentiel, une capacité, une accélération de sa croissance bénéfique à l'Eure, mais aussi aux deux Normandies. Sur le volet environnemental, je pense évidemment à l'environnement du futur. Le scénario B préserve le corridor écologique majeur de la vallée de la Seine et notamment des zones Natura 2000. Il minimise les prélèvements sur les terres agricoles. Il réutilise les infrastructures déjà existantes. En matière de fret, c'est un potentiel de 650 000 tonnes par an transportées, en diminuant les coûts d'exploitation, en améliorant la compétitivité. De ce fait, cela diminue de 50% les gaz à effet de serre, la consommation de carburant, 500 trains, alors qu'il faudrait 30 000 camions actuellement pour transporter ces marchandises, pour un coût que l'on peut qualifier de raisonnable, en tout cas à l'échelle de telles infrastructures, puisque les coûts estimés sont de 365 millions d'euros pour le ferroutage de vrac et de 100 millions d'euros de plus si on veut électrifier pour le passage des conteneurs. Selon le dossier technique du maître d'ouvrage, donc Réseau Ferré de France, il y a un tableau qui présente notre scénario avec des risques forts et modérés, par contre, pour le scénario A, sur le plan environnemental. Moi, je m'étonne un petit peu de cette présentation, car au contraire, nous évitons le corridor de la Seine, nous réduisons les franchissements et les prélèvements sur les terres agricoles, et donc, pour ma part, je conteste cette présentation qui est faite par Réseau Ferré de France. Sur la question du coût, un mot. Notre scénario permet techniquement le transport de voyageurs et le passage du fret, optimisant ainsi les coûts, parce qu'il est le moins coûteux des scénarios grâce à la synergie avec les coûts prévus de la liaison Évreux-Rouen, dont je parlais tout à l'heure, qui est actée au schéma régional des infrastructures de transport et qui est préfinancée dans le cadre du contrat de projet État-région, mais aussi parce qu'il réutilise des infrastructures existantes. L'une des leçons de l'exercice qui nous fut imposée a été de nous unir pour préparer l'avenir de notre territoire. Il reste évidemment des questions en suspens, et notamment le financement. Combien l'État pourra-t-il mettre dans la tirelire ? La région Haute-Normandie a déjà annoncé la création d'un fonds de concours de 20 millions d'euros par an, mais nous le savons bien, ce projet, sa réalisation dépendront d'abord de la contribution de l'État. Peut-on imaginer qu'après avoir annoncé cette ligne et le Grand Paris comme des priorités stratégiques de l'État et d'aménagement du territoire, l'État se désintéresserait de sa réalisation faute de moyens? Je ne le pense pas, en tout cas. Nous sommes les moins chers, il faut le dire et le répéter à envie. Nous avons rédigé des cahiers d'acteurs complémentaires avec l'agglomération, le Conseil général, Eure Normandie Plus. Nous devons nous montrer unis, soudés, déterminés pour que l'Eure soit l'un des gagnants de cette ligne nouvelle. J'ajoute un mot pour terminer sur la question du quotidien des usagers, car si le projet peut paraître lointain, pendant ce temps, les problèmes subsistent, notamment sur la ligne Paris-Évreux-Caen, que le président de la SNCF a déclarée comme étant une ligne malade, pour reprendre son terme. Nous avons eu, avant les grandes vacances, un moment de communication à Caen, organisé par la SNCF. J'espère qu'il sera suivi d'avancées concrètes de la part de la SNCF. Je sais que les travaux en cours dans le Mantois seront essentiels à une meilleure régularité, qu'ils permettront demain d'assurer le respect des horaires et de mettre fin au retard et aux désagréments que les usagers subissent quasi quotidiennement. J'insiste sur cette incidence car il me paraît essentiel de ne pas oublier les milliers d'usagers quotidiens qui sont parfois pénalisés par des infrastructures vieillissantes. Et ce n'est pas parce que nous parlons d'avenir qu'il faut perdre de vue le quotidien d'aujourd'hui. Pour terminer, nous sommes en finale, nous n'avons pas encore gagné. Il nous reste à réussir le rendez-vous des débats organisés par la Commission nationale du débat public. À nous de nous montrer présents, unis, déterminés. Montrons le prix que nous attachons à réussir dans ce dossier sans laisser personne au bord de la voie, si vous me permettez cette expression. Monsieur le Président, l'union fait la force, dit la devise. Il est des sujets qui méritent de dépasser les égoïsmes dont nous pouvons parfois faire preuve. Il est des sujets qui exigent que nous sachions parler d'une seule voix. La ligne nouvelle Paris-Normandie fait partie de cela parce qu'il en va de l'intérêt de tout notre département. Nous devons donc être nombreux à Évreux le 20 octobre pour le débat local qui aura lieu au Cadran, mais aussi le 12 janvier pour le débat ayant pour thème les enjeux agricoles et environnementaux. Organisons-nous,
Montrons collectivement notre présence, affirmons notre identité, mobilisons-nous pour que notre département soit irrigué, non seulement par la Seine, mais également par la ligne nouvelle, pour que l'Eure et la Haute-Normandie soient présents demain encore dans les grands flux économiques et commerciaux. Merci de votre attention. Merci, Monsieur Champredon. Madame Auger. Oui, Monsieur le Président, je reprendrai d'ailleurs un certain nombre de points qui ont été évoqués par mon prédécesseur. Je trouve ce projet tout à fait intéressant. Je trouve qu'il a été extrêmement bien étudié par RFF. Je pense qu'il a été extrêmement bien travaillé dans toute notre région. Et vous avez su, Monsieur le Président, rappeler avec vigueur que le département de l'Eure existait, que nous voulions être présents dans cet aménagement futur. Et je pense qu'on peut prendre un peu comme un modèle la façon dont ça a été travaillé avec tous les partenaires possibles pour que l'Eure puisse peser de tout son poids. Et là, je crois que le département, le Conseil général, a montré qu'il pouvait être à l'initiative sur le plan économique et sur le plan humain et social. Mais ce projet que j'approuve nous parle d'un avenir à 20 ou 25 ans. En attendant, quotidiennement, les habitants du département de l'Eure se coltinent avec une situation pas très satisfaisante. Beaucoup d'entre eux font leur voyage quotidien debout dans le train. 25% des trains ont du retard. Et c'est une situation grave et tout à fait regrettable. Évreux est une gare particulièrement mal desservie, alors que Dreux a un cadencement de 2 trains par heure, et ceci jusqu'à minuit. À Évreux, il y a quelques trains et ça s'arrête à partir de 20h le soir. Le fret est très mal servi. On a fermé la ligne, par exemple, qui permettait à la fonderie de Breteuil d'utiliser le train. On pourrait imaginer la déchetterie de Saint-André utilisant le train pour rejoindre Près. On pourrait imaginer les sucreries des Trépanies. On pourrait, sans grand frais, penser à l'électrification de la partie qui n'est pas électrifiée entre Saint-Aubin et Serquigny. On pourrait très certainement apporter des aménagements rapides, pratiques, qui amélioreraient le quotidien de nos habitants et de nos entreprises. Et je voulais surtout attirer l'attention sur le fait qu'un projet à long terme, c'est indispensable. On y participera au maximum, mais que ça ne doit pas être l'occasion d'abandonner le présent. Je sais que le doublement du Mantois, par exemple, pourrait répondre à une certaine amélioration. Il faudrait qu'on arrive à cette partie-là plus rapidement et pour répondre vraiment aux besoins des habitants. Voilà sur les points sur lesquels je voulais insister, Monsieur le Président. Merci, Madame Auger. Monsieur Lacou. Oui, mais revenir en tant que, pas en porte-parole, mais en tant que citoyen prenant aussi beaucoup le train, il ne faut pas quand même que cette ligne nouvelle, que je soutiens évidemment totalement, focalise à la fois les énergies et les investissements au détriment de ce qu'on a parlé tout à l'heure, Madame Auger ou Monsieur Champredon, des dessertes actuelles qui concernent à l'heure actuelle les milliers de voyageurs et qui voyagent dans des conditions déplorables. Alors, les usagers qui prennent le train chaque jour seront sûrement attentifs à divers points qu'il faudra mettre sur la table, c'est-à-dire la modération des tarifs, hein, je pense que c'est important, l'amélioration des trains et de leur confort, et aussi l'amélioration des voies, en particulier Vernon vers le Mantois, avec une vraie rénovation permettant un vrai cadencement et avoir enfin, comme dit Madame Auger, des lignes qui permettent aux voyageurs de gagner la région parisienne dans des meilleures conditions, à la fois de confort et surtout d'exactitude. Voilà. Merci, Monsieur Lacou. Monsieur Bonamy.
Merci, Monsieur le Président. Moi, je ne reviendrai pas sur l'ensemble des interventions de mes collègues, et particulièrement sur celle du maire d'Évreux. Je veux juste lui rappeler que le département de l'Eure ne se limite pas uniquement à la ville d'Évreux, mais que l'ouest du département tient une place aussi importante sur le plan économique et surtout touristique. Je rappelle ici à l'Assemblée que la seule ville du département de l'Eure à être labellisée ville d'art et d'histoire, c'est la ville de Bernay. Et qu'on ne peut envisager que tout l'ouest de ce département ne soit qu'un territoire de passage. Je tiens aussi à souligner toute l'importance de cette troisième gare, comme ça a été présenté, l'importance de ce scénario, de ce deuxième scénario. En attendant cette réalisation dans le futur, il ne faut pas oublier aussi, il faut être très vigilant, comme le rappelait tout à l'heure Madame Auger, sur la qualité de service que doit amener la SNCF actuellement, surtout dans les cadencements des trains, puisque c'est important que nos concitoyens soient véhiculés, tout du moins transportés vers la capitale, que ce soit la capitale du pays ou la capitale de l'Eure, de façon correcte. Donc je ne peux que me féliciter de ce choix, de ce scénario. Voilà ce que je voulais ajouter. Merci, Monsieur Bonamy. Votre collègue Lionel Prévost, collègue géographique. Oui, Monsieur le Président, chers collègues, cette présentation est très importante parce que là, il s'agit pour l'Eure et notre région d'un projet stratégique à long terme. Et nous ne devons pas rater le train, c'est le cas de le dire, sur un sujet tel que celui-ci, parce qu'on engage bien sûr le développement sur plusieurs décennies. Donc ça dépasse bien sûr les particularismes locaux et les égoïstes tels que ça avait été évoqué tout à l'heure. Donc moi je soutiens ce projet parce qu'il est important pour l'ensemble de la région Normandie, puisqu'il pourra irriguer, bien sûr, et c'est tout à fait normal, de la région parisienne, Rouen, le port du Havre et l'ensemble des axes d'Évreux, Bernay, Lisieux, Caen, et l'ensemble de la Basse-Normandie. Donc c'est un projet ambitieux qu'il faut effectivement soutenir. L'un des problèmes qui est posé, c'est quand même le financement de cet ensemble. Aujourd'hui, s'il y a un volontarisme politique à tous les niveaux pour le faire aboutir, il manque encore, et c'est le plus important, bien sûr, les éléments pour construire le projet financier. Et cela, je dis cela parce que nous allons faire face à des échéances politiques majeures et il ne faudrait pas que les aléas aujourd'hui de ces échéances puissent se remettre en cause pour des questions financières qui sont très fortes, parce qu'il est évident que les finances publiques et les finances aujourd'hui ne sont pas à mobiliser des sommes considérables en faveur du développement et de la structuration. Il n'empêche que ce projet doit être maintenu. Il doit être développé, il doit être enrichi, et je pense que ça, c'est essentiel à dire. Il faut effectivement rechercher sur cette question l'ensemble du consensus des forces politiques de notre région pour le faire aboutir. Ça, je crois que ça, c'est très important. Ça, c'est la première chose. La deuxième que je voulais évoquer, c'est effectivement l'importance du développement économique et environnemental. Développement économique, on ne peut pas aujourd'hui penser du développement durable sans passer effectivement par le rail et le chemin de fer, parce que c'est aujourd'hui l'un des éléments modernes du développement et du développement durable. Je crois que c'est utile et nécessaire parce que ça permet aussi de répondre à un certain nombre de problématiques et je crois que c'est déterminant pour l'avenir. Développement durable parce que je pense que là, avec le chemin de fer, nous avons un moyen d'irriguer nos territoires, nous avons un moyen de transmettre des informations, une économie avec les moyens modernes d'aujourd'hui et je crois que c'est très important. Aujourd'hui, notre région a fait des efforts importants. Souvent, on parle aujourd'hui, bien sûr, des axes routiers, des efforts que nous avons faits en matière d'autoroutes, d'axes routiers, aujourd'hui de cette ligne, mais aussi, je pense, aux autoroutes de l'information telles le haut débit et le très haut débit, qui sont des éléments aussi de la communication. Et tout cela liés font que si nous arrivons à faire avancer ce dossier, eh bien, nous aurons une région attractive, à la porte, bien sûr, de la région parisienne, avec Rouen et Le Havre, et avec le Caen et le port de Ouistreham aussi, qui donne sur la façade de la Manche. Tout cela, donc, je crois que c'est très intéressant et très important. Mais je pense également, si nous voulons le faire aboutir, le développer, il faut aussi qu'on soit en liaison avec les préoccupations directes qui sont ceux des Aurois
aujourd'hui. Parce que ça a été évoqué, mais je pense que c'est très important que nous tenions compte aussi, et avec Réseau Ferré de France et la SNCF, des difficultés rencontrées aujourd'hui par les voyageurs sur ces lignes, parce que ça a été évoqué, mais je pense que c'est parfois même dramatique le comportement, et aussi la souffrance que peuvent enregistrer des milliers de Rois au départ des gares de Bernay, d'Évreux, etc., pour rejoindre Paris. Et c'est un problème au niveau, en termes économiques. C'est quelque chose d'important. Il faut effectivement le souligner parce que ça pourrait, à partir de ces préoccupations, gêner le soutien que nous pourrions avoir à ce projet, parce que là, il y aurait des particularismes qui feraient que les gens auraient quelques difficultés à comprendre qu'on traite ce problème de fond sans traiter les problèmes d'aujourd'hui. Donc je crois qu'il faut un équilibre sur les deux. Je pense aussi un élément très important, c'est de lier aussi cette ligne avec les grands aéroports parisiens. C'est indispensable pour nos entreprises et pour l'économie de notre région. Ça, je crois que c'est quelque chose de très fort. Ça a été souligné, c'est acté dans le projet qui est là aujourd'hui. Je pense qu'on peut s'en réjouir. Et enfin, je pense qu'effectivement, je suis représentant de l'Ouest de l'Eure et je suis très heureux que ce scénario B prenne en compte effectivement notre région, parce que nous sommes une région, l'Ouest, qui souffre, on le voit dans toutes les statistiques qui nous sont présentées, et effectivement, le renforcement par cette ligne, ça nous permettrait bien de pouvoir assurer un développement pour l'avenir, et je crois que c'est important. Il ne faut pas oublier aussi que nous sommes proches de Lisieux, et que nous pouvons être également en concurrence très proche de Lisieux. Donc là, je pense qu'il faut effectivement, y compris dans l'Ouest, que nous ayons une attention toute particulière pour que nous ayons une force commune pour défendre, bien sûr, la région de Bernay, qui doit être desservie par cette ligne avec une gare. Je pense que c'est essentiel. Et enfin, je crois aussi que, et ça c'est de la responsabilité, ce n'est pas dans ce dossier, c'est tout à fait normal, c'est pas l'objet de cela, mais je crois qu'il ne faut pas oublier aussi toute la notion qui est liée aux lignes transversales qui servent des voyageurs de proximité et aussi le fret. Je pense notamment à la ligne Cerquigny-Saint-Aubin-Rouen. C'est une ligne qui doit être modernisée. Elle a toute son efficacité en termes de voyageurs, notamment pour l'ensemble des étudiants qui vont sur ces lignes, mais aussi en termes de fret, parce que ça peut être une ligne qui peut effectivement servir le fret. Il faut qu'elle soit électrifiée. On en a absolument besoin pour une liaison efficace dans cette région. Je pense aussi que ça fait partie du dossier, même si effectivement ce n'est pas l'essentiel de ce dossier. Ça fait partie des particularismes que je disais tout à l'heure. Donc voilà, moi je soutiens effectivement le scénario qui a été présenté. Il m'apparaît aujourd'hui le meilleur pour défendre les intérêts des Aurois. Merci, Monsieur Prévost. Monsieur Larmanou. Oui, quelques mots simplement, Monsieur le Président. Après ce que viennent de dire nos différents collègues, bien sûr, comment ne pas approuver un projet qui a l'ambition d'être un maillon stratégique du développement aurois et qui a l'ambition aussi de permettre à nos usagers d'avoir des conditions de transport plus modernes et plus fiables qu'ils ne le sont aujourd'hui. Les arguments développés d'ailleurs pour justifier le financement de cette ligne se veulent convaincants. Vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, et Nathalie Blanc aussi dans sa présentation, ont marqué la volonté de notre collectivité de ne pas être les oubliés du Grand Paris. Ça a été tout l'objet de cette réflexion qui se fait d'ailleurs en concertation avec de nombreux partenaires. Alors, je pose la question, nous verrons ce que deviendra ce projet du Grand Paris d'abord. Nous verrons à qui profitera-t-il, à qui il profitera réellement. Je crois que c'est la question majeure. Est-ce que ce projet bénéficiera véritablement à nos populations? Est-ce qu'il profitera à ce grand pôle financier qu'est la défense? Profitera-t-il uniquement aux multinationales? Profitera-t-il à nos populations? C'est une question quand même qu'il faut se poser, mais ça ne nous empêche pas de nous efforcer d'encourager ce projet. Vous savez, il ne faut pas oublier que nous sommes aujourd'hui dans un pays en crise, dans une Europe en crise, dans une planète en crise, dans un système politique en crise.
Moi, je vais très bien, je suis d'accord. Et je suis assez en colère contre ce système, pour le dire bien haut. Vous savez, je veux bien tout ce que l'on veut, n'est-ce pas, toutes les ambitions possibles, mais il ne faut pas perdre de vue que toutes ces politiques d'austérité que nous impose aujourd'hui, à travers l'Europe, qui sont condamnées par les peuples, de plus en plus, au point qu'on va peut-être prélever 3 bricoles sur les riches pour laisser croire qu'on a la volonté de changer le système, eh bien, ces politiques, vous le savez, enfoncent les États européens notamment, les États-Unis n'en parlons pas, c'est plus catastrophique qu'on l'imagine, qu'on nous le dit, dans le chômage, les peuples aussi, on les enfonce dans la précarité, le chômage, l'austérité. Je ne vais pas parler de toutes les entreprises qui ferment, qui se préparent à fermer. Il y en a une sur ma ville, 350 salariés. Le deuxième groupe mondial pharmaceutique ferme parce qu'il n'y a jamais assez d'argent. Tout cela, il faut le prendre en compte quand même, de temps en temps, et ne pas simplement rêver. Il faut rêver, certes, mais rêver à l'impossible. Donc, je pense que, et je conclurai pratiquement là-dessus, sans changement politique réel dans notre pays, sans orientation nouvelle au plan européen, c'est clair qu'on peut imaginer les plus beaux projets, mais encore faudra-t-il avoir les moyens de les financer, et de les financer sans obérer aussi, parce que ça peut être aussi une conséquence, sans obérer les capacités contributives de nos collectivités territoriales, dont une des compétences majeures est l'action sociale, n'est-ce pas? Voilà, alors faisons le pari que tout cela pourra se faire, espérons qu'il sera tenu aussi, ce pari, par la majorité nouvelle qui sortira des urnes en 2012. Enfin, quelques mots, mais c'est ma collègue André Auger en a fort bien parlé, et quelques autres aussi, quelques mots pour espérer que ces investissements majeurs sur cet axe nouveau n'hypothèqueront pas le développement des espaces ruraux, parce que quand on aura investi des sommes colossales sur cet axe, que restera-t-il pour le reste, n'est-ce pas? On peut se poser aussi cette question. Hein. Donc n'hypothèqueront pas le développement des espaces ruraux situés au nord et au sud de l'axe de la Seine. Et j'attends pour ma part beaucoup des projets d'aménagement qui ont été suggérés d'ailleurs dans les rapports et qui j'espère, vont naître dans les pôles urbains secondaires autour des gares situées sur des axes ferroviaires à l'écart justement de cet axe Seine, mais dont il ne faut pas pour autant oublier l'importance, car ils drainent eux aussi des milliers et des milliers de salariés, notamment vers le pôle d'emploi de la région parisienne. Et autour de ces gares, je pense que l'on peut construire effectivement des projets d'aménagement qui éviteront, je l'espère, que les régions marginales de la Seine ne deviennent les régions oubliées ou déshéritées. Merci, Monsieur Larmanou. Monsieur Huard. Non, c'est monsieur. Non, si je Volpati. Je veux bien poser la même question. Merci, Président. Président, mes chers collègues, bien sûr, tout à fait d'accord sur ce projet. Et moi, je voudrais vous poser une question, Président, si vous pouvez me répondre. Parce qu'on est tous d'accord donc, sur la finalité donc, de cette ligne. Mes collègues ont parlé de nos gares actuelles. Est-ce que vous pensez que la SNCF et RFF, qui misent tout aujourd'hui sur les lignes TGV, aura ou trouvera de l'argent pour la gare de Vernon, pour la gare de Bois-Gaillon, pour le Val-de-Reuil? Parce qu'aujourd'hui, on est tous d'accord que ces gares subissent plein de conséquences désastreuses. Moi, je me pose la question, c'est tout. Merci. Bon, un mot là-dessus, parce que au-delà de la question de la gare, il y a vraiment beaucoup d'interrogations de chacun d'entre vous sur est-ce que la promesse d'investissement futur ne va pas supprimer les investissements de court terme qui sont nécessaires. Je veux dire, RFF et la SNCF ont apporté, je crois, au mois de juin,
une réponse s'agissant de l'Ouest et de notre région, de la Normandie, ont apporté une réponse nette en retenant, en disant que du point de vue ferroviaire, notre région était sinistrée, en retenant sur l'ensemble de la France 12 lignes sur lesquelles étaient nécessaires des investissements d'urgence. Ces investissements ont été chiffrés, je ne sais plus le chiffre, je n'ai pas retenu le chiffre sur la Normandie, si les services peuvent m'aider, mais c'est plusieurs milliards d'euros déjà. La planification de ces travaux commence à être faite par RFF, tunnel à Évreux, le tunnel à Bernay, l'aiguille à Vernon. Bon, il y a toute une série de travaux qui sont prévus, qui ne vont d'ailleurs pas améliorer la circulation des trains sur les lignes, parce que quand on fait des travaux, ça gêne la circulation. Sur les gares, moi j'observe que sur la gare de Val-de-Reuil, la SNCF s'est engagée. Elle s'est engagée avec sa signature sur des travaux. Et le maire de Val-de-Reuil a d'ailleurs beaucoup insisté pour dire c'est pas parce que à l'horizon, à un horizon incertain, mais à un horizon assez lointain d'une dizaine ou douzaine d'années, il pourrait être prévu une nouvelle gare que on doit abandonner les problèmes d'accessibilité, de confort, etc. que connaissent la gare de Val-de-Reuil. Donc, d'accord. Donc, il y a eu une réponse à cette problématique, mais à nous, et surtout à la région qui a cette responsabilité du transport ferroviaire, d'être particulièrement vigilante pour que les engagements qui ont été pris par la SNCF, RFF, mais aussi à une époque pas très lointaine, quand Bussereau était secrétaire d'État au transport, des engagements qui ont été pris par le gouvernement sur l'amélioration des lignes ferroviaires actuelles. Monsieur Ouzou. Monsieur le Président, chers collègues, je vous parle au nom des élus de la vallée de Lyton. On voudrait savoir si dans le projet, cette ligne va être réouverte ou la nouvelle voie sera le long de la RN 154 qui ne nuira à personne. Donc, par contre, le projet que vous avez soutenu, et je suis tout à fait d'accord avec vous, il faut redonner, ça nous permettra de donner une image au département, que ce soit touristique ou industriel. Voilà, alors on voudrait savoir qu'est-ce qu'il en est sur cette réouverture Vallée-Lyton. Monsieur Ouzou, merci. Le débat public, comme son nom l'indique, il est sur le choix de scénario. Il n'est pas sur le choix d'un tracé, il n'est même pas le choix sur un fuseau, il est sur le choix de principe. Une fois que le gouvernement, en liaison avec RFF et la SNCF, aura arrêté un scénario, ensuite, il y a toute une phase avec une succession plutôt de phases. On choisira un faisceau. Une fois qu'on aura choisi un faisceau, il y aura des discussions. Il y aura peut-être des variantes. Il y a le problème de la localisation de nouvelles gares éventuelles. Enfin, là, le débat public, il porte sur les scénarios. Et dans le scénario B, ce qui est apparu important à l'ensemble des participants à la réflexion, c'est de dire, faut-il une liaison ferroviaire entre Rouen et Évreux? Et la réponse a été oui. Où doit passer exactement cette liaison ferroviaire? C'est des choses qui, à ce stade, n'ont pas encore fait l'objet d'études. Parce que si au bout du débat public, on choisit un autre scénario que le scénario B, la question se posera autrement. Donc c'est pas le long de la 154,
c'est pas sur l'ancienne voie ferrée. Ne rouvrons pas un débat qui, pour le moment, n'est pas posé. Ils se posent la question, c'est normal. Il faut leur répondre qu'aujourd'hui, on est sur le choix de scénario. On n'est pas sur le choix ni de fuseau, ni de tracé. Monsieur Petier. Ce scénario B représente des avantages considérables pour l'Eure, bien sûr, dont on devient l'entrée vers la Normandie, mais aussi pour toute la Normandie et les liens entre Haute et Basse Normandie. Est-ce qu'on peut savoir à ce stade quelle est la position des deux présidents de conseils régionaux? Est-ce que le président du conseil régional de Haute-Normandie et est-ce que le président du conseil régional de Basse-Normandie, dont tu es proche, soutiennent ce scénario B ou sont prêts à soutenir ce scénario B? Franchement, je ne vais pas parler au nom du président du conseil régional de Haute-Normandie et des autres partenaires. Non, je réponds pas. Il n'y a pas eu de prise. Moi, j'ai quelques idées de conversation privée, mais il n'y a pas eu d'expression publique des présidents de région. Il y a une réunion cette semaine à Caen du conseil régional à laquelle participe également le président du conseil général régional de Haute-Normandie. Moi, je ne vais pas annoncer ici, je ne vais pas prépositionner les gens avant qu'ils s'expriment. Monsieur Lejean. Monsieur le Président, mes chers collègues, quelques mots de synthèse ou à prétention de synthèse. Je crois que d'abord, on peut vraiment se réjouir que ce débat ait lieu dans la conjoncture actuelle, avec les perspectives qui nous sont données. Il est heureux que nous puissions avoir ce genre de dossier, et je suppose que s'il est engagé aussi loin, c'est que quand même nous avons, sinon des assurances, en tout cas des perspectives pour penser que tout cela va déboucher sur un développement réel, concret. On peut aussi se réjouir que, effectivement, le département soit dans le débat. Ce n'était pas acquis d'avance. C'est sûrement le mérite des initiatives des uns et des autres. Ça l'est indiscutablement de l'unité qu'on est capable de manifester. Alors, les acteurs locaux qui ont été salués tout à l'heure, mais aussi au sein de notre Assemblée. Je pense que c'est un exemple dont on peut peut-être s'inspirer dans d'autres domaines. Cette unité suppose quand même quelques précautions. Alors, beaucoup d'entre nous l'ont dit et l'ont rappelé. Ne pas négliger le présent. C'est vrai qu'il est essentiel de penser à l'avenir et à ce qui va se développer. Mais je ne sais plus qui d'entre nous disait, quand on rentre de Paris, etc., souvent on est debout. Alors, on est debout dans des wagons qui sentent mauvais, qui font un bruit épouvantable, où on ne peut ni lire, ni étudier, bien entendu, etc. C'est pas convenable. Et je pense que si on veut que l'opinion continue à nous soutenir dans ce débat, il faut bien montrer qu'on ne lâche pas la proie pour l'ombre et que ce qui se passe actuellement est tout à fait essentiel. Et puis j'ai entendu la réponse que vous faisiez, alors à juste raison, Monsieur le Président, à notre ami Guy Ozou. C'est vrai que dans l'absolu, ce n'est pas le débat, mais d'un autre côté, si sur des régions entières, on ne renvoie pas le message qu'on a bien compris les appréhensions légitimes de certains de nos concitoyens, on va compliquer les choses. Je sais bien que ce n'est pas à ce niveau qu'il va se décider si on passe ou non par la vallée de Lyton pour aller d'Évreux à Rouen, mais il est assez... Pardon ? Non, mais tout à fait. Mais il est assez. Je pense qu'il est prudent. Je vais pas aller plus loin. Je pense qu'il est assez prudent pour nous, si on veut continuer à avoir cet élan de l'ensemble de l'opinion, de bien dire que rien n'est réglé à ce niveau et que nous continuerons au contraire à nous y opposer parce que c'est quelque chose qui serait assez désastreux. Alors, je crois qu'il faut être déterminé. Ne pas rêver, à aujourd'hui, rien n'est acquis, et puis rester très, très réaliste par rapport à l'actualité, aux conditions actuelles de déplacement sur lesquelles il faut manifestement que les lignes bougent. Merci de votre attention.
Non, mais répondre que c'est pas le sujet aujourd'hui, c'est pas négliger les préoccupations des uns ou des autres. Oui, d'accord. Mais vous savez, si le projet est choisi, si on commence à travailler sur les tracés, il n'y aura pas que les habitants de la vallée de Liton. Tous ceux qui risquent de voir arriver pas loin de chez eux des voies nouvelles seront dans le même état d'esprit. Donc, moi, j'ai participé à beaucoup de réunions sur les tracés de la 28, après avoir été élu président du Conseil général en 2001. Au démarrage, c'est pas des réunions très faciles. Hein. Donc, mais moi, je pense qu'il faut prendre en compte, et c'est aussi l'objet du débat public. Je pense que pendant le débat public, l'association qui s'était créée va prendre la parole, exprimer. Le débat public, il est fait pour ça. Et chacun a légitimement le droit d'exprimer ses préoccupations, ses revendications. Voilà. Mais aujourd'hui, moi, je ne sais pas répondre à la question précise de M. Ouzou, qui me dit, est-ce qu'on va passer le long de la 154 ? Est-ce qu'on va prendre... Je ne peux pas répondre parce que je n'en sais rien et il n'y a pas, d'études encore qui ont été faites par RFF si le scénario B est retenu. Non mais... Oui, mais les nôtres, ça compte plus. Monsieur Poniatowski. Oui, Monsieur le Président. Je voudrais faire simplement deux observations. Vous avez demandé en introduction, Monsieur le Président, votre souhait, c'était qu'il y ait un consensus sur ce cahier d'acteurs et sur notamment l'adhésion au projet B. De la même manière que nous avons voté d'une manière assez consensuelle la première fois que nous en avons débattu, ce sera consensuel aujourd'hui. Mais les deux observations sont les suivantes. La première, je suis tenté de dire que, c'est pas péjoratif, mais les annexes sont aussi importantes que le projet principal. Pour moi, les annexes, c'est tout ce qui accompagne ce projet de futurs tracés, de futures gares, et donc à long terme de ces investissements sur les infrastructures, et qu'on ne nous oublie pas. Mais, Monsieur le Président, quand vous avez dit au début, la raison pour laquelle vous avez trouvé un consensus, c'est parce que nous ne pouvions pas accepter d'être simplement traversés et de ne pas bénéficier d'un tel projet, vous avez eu raison. Mais quand je dis que les annexes sont aussi importantes, pour moi, les annexes, ce sont tous les projets de développement qui accompagnent, ceux qui sont le fruit de la réflexion qui a été menée dans notre département avec les partenaires, notamment des chambres consulaires, avec les villes, les agglos. C'est aussi important parce que c'est comme une autoroute qui aurait ou n'aurait pas de sortie et d'entrée d'autoroute et qu'on exploite ou qu'on n'exploite pas. Et c'est très bien d'avoir de nouvelles gares, c'est très bien que ça fasse partie, mais si, à ces sorties de gare, nous ne savons pas ou nous oublions de nous équiper tel que c'est présenté dans votre projet, par exemple, des pôles tertiaires près des gares, par exemple, des projets intégrés d'éco-construction, à ce moment-là, le projet n'aurait plus aucun intérêt. Donc c'est la raison pour laquelle je me permets d'insister, et je pense que ça a été du bon travail qui a été fait. La seconde observation, et pardon d'y revenir, mais ce qu'a évoqué Guiozou, bon, c'est un cas concret, mais vous avez bien mis des conditions, et une condition importante dans ce projet, c'est l'optimisation des prélèvements fonciers. Et on a beaucoup écouté une des chambres consulaires qui est très vigilante partout en France pour que les terres agricoles ne disparaissent pas à une vitesse trop importante pour des projets industriels ou pour de grandes infrastructures. Il peut y en avoir une autre, Monsieur le Président, et ça n'est pas choquant, c'est de dire qu'il faut aussi préserver l'environnement.
Et ce que Sid dit au zoo est un cas, oui, mais c'est un cas très concret et qui est important, qu'il ne faut pas négliger. Ça n'y figure nulle part de dire que nous y sommes favorables, de trouver un consensus, même unanime sur un tel projet, mais qu'au passage, on dise qu'il faut préserver l'environnement, et notamment une vallée de Lyton assez exceptionnelle, c'est tout à fait compatible. Et je suis, moi, concrètement, favorable à ce qu'on développe l'axe direct Rouen et Évreux via Louviers et la Case, comme c'est dit, mais il n'y a rien de choquant à ce qu'on dise en même temps, on préserve une vallée de Lyton assez exceptionnelle. Et pour avoir un consensus, il ne faut pas avoir peur de s'engager là-dessus en même temps. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Poniatowski. Juste pour vous répondre, dans les scénarios et dans les études, l'aspect environnemental est majeur. Il est majeur. Et sur l'ensemble des travaux qu'on a eus au sein du comité de pilotage, la dimension environnementale était largement aussi importante que la dimension financière. Et donc, en plus, on a, pas vous que je vais apprendre, toute une série, une fois si on rentre dans le vif du sujet, on a toute une série de procédures, études d'impact, loi sur l'eau, bon, toutes ces procédures seront mises en œuvre. Moi, je partage votre point de vue sur la nécessité de préserver la vallée de Lyton, de préserver la vallée de la Seine, de préserver la forêt de bord, de préserver, là je pense au scénario C, la vallée de la Rhine, de préserver le Marais Vernier, enfin bon, oui, parce qu'il y a, on traverse la Seine hein, dans le scénario C. Bon, enfin, ces préoccupations, elles sont au cœur des préoccupations et du débat public et des scénarios eux-mêmes. Donc il est bien évident que ce que vous dites sera et doit être pris en compte. Je n'ai plus de demande de parole. Je vous propose donc de mettre ce cahier d'acteurs aux voix. Est-ce qu'il y a des... On va voter différemment aujourd'hui. Qui vote pour? Qui vote pour une adhésion positive? Donc, pas d'opposition, pas d'abstention. Mais écoutez, mes chers collègues, je vous remercie très sincèrement pour cette unanimité qui nous permet de donner encore plus de force à ce cahier d'acteurs. Il y a un vœu a été déposé, comme nous y autorise le règlement intérieur. C'est un vœu qui concerne la société Sealinks. Je donne la parole à Jacques Poletti pour le présenter. Merci, Monsieur le Président. Je vais vous donner lecture du vœu qui a été réalisé par la majorité, auquel nous espérons que tout le monde s'associe. Il concerne, comme vous l'avez dit, Sealing, qui de maintenant s'appelle Ruya, pour lequel il y avait des engagements qui actuellement, à ce jour, ne sont pas tenus à ma connaissance. L'État doit tenir ses engagements. Le 16 mai dernier, le tribunal de commerce de Nanterre a retenu l'offre du groupe indien Ruya pour reprendre l'entreprise Sealing de Charleval qui avait été placée en redressement judiciaire. Le plan de reprise de Ruya induit la suppression de 224 emplois sur les 750 que compte le site de Charleval. Pour inciter les salariés à quitter l'entreprise, l'État s'était engagé par la voix de son représentant dans l'Eure à faire bénéficier les volontaires du Fonds national de l'emploi FNE. 34 personnes ont été identifiées
pour bénéficier de cette mesure. Sur la base de l'accord de principe donné par l'État en avril 2011, celles-ci ont quitté l'entreprise et on peut ajouter qu'à ce jour, elles n'ont reçu aucun subside. Finalement, en dépit des engagements pris publiquement devant les représentants des salariés de l'entreprise Sealing, l'État, ce serait plutôt le gouvernement, renie brutalement sa parole en annonçant que seulement 4 salariés pourraient bénéficier du FNE. Ces 4 salariés sont le fait de la possibilité de la préfète d'accorder des FNE. Ce qui laisserait les 30 autres avec comme seule perspective de fin de carrière l'allocation chômage et RSA, in fine, en attendant l'âge de la retraite. Alors, il est à préciser que le RSA ne pourrait être attribué à ces personnes que s'ils n'ont pas si le conjoint ne travaille pas, bien sûr, hein, si dans le foyer, il y a moins de 800 € par mois. Alors que la situation économique du site de Charleval réclame transparence, responsabilité et respect des engagements pris de la part de l'ensemble des acteurs pour pouvoir construire une dynamique industrielle sur le long terme, cette position nouvelle de l'État fragilise l'entreprise et pousse des salariés dans la précarité. Et ceci est malheureusement une des conséquences peut-être de la nouvelle loi sur la retraite qui n'a pas été votée par l'unanimité de l'Assemblée du Parlement. La majorité départementale demande donc à l'État de s'exprimer dans les plus brefs délais pour annoncer qu'il tiendra ses engagements pris lors de nombreuses concertations et réunions tenues sur ce dossier et que 34 salariés bénéficieront bien des mesures FNE. Merci, Monsieur Poletti. Monsieur Duché. Oui, merci, Monsieur le Président. Simplement pour apporter une précision, dire que les discussions ne sont pas closes sur le sujet actuellement. Tous les élus sont mobilisés sur cette difficulté que rencontre l'entreprise avec les services de l'administration centrale, et je précise bien l'administration centrale. Nous allons donc adopter ce vœu, le groupe Avenir adoptera ce vœu avec la majorité départementale, car je pense qu'il est nécessaire que nous soyons tous soudés autour de ce dossier. Je vous remercie. Merci, Monsieur Duché. Monsieur Larmano. Oui, Monsieur le Préfet. Monsieur le Président, je pensais à la préfète. Je suis désolé de vous avoir... Je ne sais pas si c'est une promo, Monsieur le Président, je ne sais pas. Non, je m'en doute. Il vaudrait mieux que vous soyez, oui, ambassadeur de nos opinions, de nos idées. Bon, passons. Oui, enfin, on n'aura aucun état d'âme pour approuver ce vœu, mais qui montre quand même, bon, quelque part, les incohérences dans les décisions de l'État. Bon, je me réjouis que Duché dit que rien n'est bouclé et que peut-être l'État comprendra qu'il doit respecter ses engagements. Bon, merci bien. Moi, j'en profite, quelques mots simplement, pour dire que la situation de l'emploi dans le département est catastrophique. Il n'y a pas que Sealings ou RIA aujourd'hui, il y a bien d'autres entreprises qui sont en train de mourir, n'est-ce pas? Dans mon bassin de vie, je m'excuse de le dire, c'est 350 salariés qui sont menacés dans leur emploi. C'est une entreprise majuscule qui a décidé de fermer un site à la sortie de Gisors, certes sur le territoire picard, en l'Oise, mais à la sortie de Gisors, Éragny-sur-Epte. Toutes les démarches que nous faisons, toutes les interventions que nous faisons, toutes les manifestations que nous multiplions n'empêchent pas le président de Merck, M. Efferman, de continuer à vouloir fermer ce site pour des raisons qui ne sont pas acceptables. La reprise d'un groupe américain qui avait racheté Organon, c'était l'entreprise première à Éragny, qui s'appelait Schering-Plough, s'est vue, à la suite d'une OPA, absorbée par Merck, qui est devenu, à la suite de cela, le deuxième groupe pharmaceutique mondial. Deuxième groupe pharmaceutique mondial. Schering-Plough a été acheté pour 40 milliards de dollars. En 2009, Merck a réalisé 12 milliards de dollars de profit.
5 milliards distribués aux actionnaires. La charge salariale de cette entreprise, 350 salariés, c'est 10 millions d'euros. 10 millions. Rien. Mais une restructuration à la suite de cette reprise de Sharing Plough conduit à fermer un site parce qu'on n'a jamais assez d'argent. C'est honteux. On a beau s'adresser au pouvoir public, je le dis franchement, qui nous répondent poliment, ici ou là, M. Besson, M. Bertrand, gentiment peut-être, poliment, mais en s'adressant sans doute à Merck pour connaître les arguments à développer dans leur courrier. C'est ça ce que nous ressentons. Il n'y a pas de volonté politique, je le dis comme je le pense, pour empêcher cette fermeture qui me paraît complètement anachronique. Tant ce groupe Merck est puissant, solide financièrement, solide économiquement. C'est un drame majeur. Je rappelle que dans ce bassin de vie qui maintenant devient, alors qu'il était le moins touché par le chômage il y a encore 2-3 ans, le chômage frappe durement parce que Tréfimétaux a fermé un site qui avait 450 salariés. Total, ou sa filiale aujourd'hui, enfin, comment elle s'appelle d'ailleurs, à Boubernouville, a pratiquement liquidé son site qui comptait aussi 400 salariés il n'y a pas si longtemps, Altuglas, oui, et Atoas, exactement, c'est le nom du groupe. Voilà, donc on est vraiment dans la douleur et nous résisterons jusqu'au bout, nous ferons toutes les propositions de la terre, mais manifestement, aucun repreneur ne se manifeste et je crains vraiment le pire sur ce site. Je voulais alerter encore l'opinion. Je voudrais demander au président, d'ailleurs, nous avions émis un vœu, s'il y a une réponse des pouvoirs publics à propos de ce vœu que nous avions, Merck, que nous avions voté il y a, lors de notre dernière session. Quand j'ai des réponses des vœux, je les adresse à tous les conseillers. On n'a pas reçu, alors. Donc, je n'ai pas reçu. OK. Merci, Monsieur Larmanou. Madame Auger. Oui, moi, bien sûr, j'approuve tous les termes de ce vœu. Je voulais rappeler aussi un autre événement qui a les mêmes conséquences pour les travailleurs. L'usine Facom, qui était un des fleurons de la vallée d'Eure, a fermé définitivement dans les années 2004. Il devait rester 28 salariés à qui on avait promis un salaire continu, puis une pré-retraite, de façon à les amener tranquillement à l'âge de la retraite sans pratiquement perte de revenus. Avec le recul de l'âge de la retraite et le nombre d'annuités augmentées, un certain nombre d'entre ces gens se retrouvent à l'ARE avec, moi j'ai vu les feuilles, certains, parce que leur femme a un petit boulot, eh bien eux, ils ont 2,50 € d'indemnité ARE par jour. Je suis absolument scandalisée de cet état de fait. J'ai donc écrit aux grands élus de notre département. Ma lettre, on me dit, je la transmets à mon collègue, il la transmet à son autre collègue, et il n'y a pas de réponse. Et en attendant, ces salariés à qui on avait aussi promis d'arriver jusqu'à l'âge de la retraite et d'avoir une retraite décente, eh bien, ils doivent vivre avec 2,50 € par jour, avec la perspective d'avoir une retraite diminuée, puisqu'on va prendre les 25 dernières années, donc les années où ils n'ont pas cotisé. Je trouve ces procédés absolument scandaleux et je souhaiterais que tous ensemble aussi, on fasse quelque chose quand on prend quand on accepte de voter certaines lois, notamment sur le recul de l'âge de la retraite, on devrait en avoir mesuré toutes les conséquences. C'est quand même la moindre des choses. Merci, Madame Auger. Madame Mansouret. Merci, Monsieur le Président. Simplement pour rebondir sur les propos de Marcel Larmanou et d'André Auger, je pense que ce qui se passe aujourd'hui et depuis un certain temps déjà était prévisible. Je regrette que l'État et les gouvernements qui se sont succédés n'aient pas été plus volontaristes en matière industrielle, en particulier dans les secteurs innovants comme la pharmacie, et plus interventionnistes aussi. Et je déplore franchement, mais enfin maintenant c'est un peu tard, qu'on ait laissé les grands groupes internationaux jouer au Monopoly à l'échelle mondiale au détriment des travailleurs de notre pays. Et je pense qu'en particulier concernant la pharmacie, il y avait beaucoup à faire. Et je pense dire que nous devons tous le regretter, parce que
ça n'est pas nouveau. J'ai toujours plaidé pour une nationalisation du secteur pharmaceutique. Je pense qu'il est absolument aberrant que dans un pays où la sécurité sociale est en quelque sorte une cliente captive de la pharmacie, je trouve ça scandaleux que ça se fasse au profit des grands groupes internationaux qui pompent l'argent des contribuables français et des allocataires de la sécurité sociale. Je vous remercie. Merci Madame Mansouré. Je ne vois plus de demande de parole. Est-ce que le rapporteur veut ajouter quelque chose? Que je me félicite que l'OPO se joigne à nous. Très bien. Donc, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie pour le vote unanime de ce vœu. Mes chers collègues, nous avons épuisé notre ordre du jour. Nous ne serons pas en retard pour déjeuner, vu qu'il est 11h41. Donc, ça veut dire qu'on a le temps de prendre un verre avant de déjeuner, sauf si certains veulent déjeuner à 11h40. En tout cas, je vous remercie à la fois de votre présence nombreuse et de votre soutien sur ce débat. Merci.